Eh bien, pour faire cela, ils ont dû faire des pactes, comme des pactes faustiens, des pactes sataniques, démoniaques, puisque non naturels. Et donc, ils doivent aller détruire des villes, sacrifier des populations, sacrifier leur population, pour être en résonance avec un égrégore d'injustice, de pouvoir, de domination, de destruction, de violence, qui va leur donner la force. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous regardez régulièrement cette chaîne, vous savez que ce qui m'intéresse, c'est la connaissance en général, y compris l'histoire, y compris l'actualité, la géographie, la science, en tant que cette connaissance peut nous servir de support pour la connaissance de nous-mêmes, la connaissance des métaprocessus, des lois de la vie, pour mieux vivre finalement. Peut-être que ça s'appelle la philosophie. Et je voulais aujourd'hui continuer une sorte de conversation par rapport aux vidéos des semaines précédentes. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore vues, je vous conseille de les regarder, les liens sont dans la description. Vous m'avez fait pas mal de commentaires et je trouve que c'est intéressant de voir vos propres réflexions, vos positionnements, vos interrogations. J'espère que je suscite des questions pour votre propre vie intérieure, votre chemin. Et la semaine dernière, il y a un de nos abonnés qui s'appelle Eric, je crois, qui a fait un commentaire, vous pouvez le voir dans les commentaires de la vidéo précédente, et il a dit, en gros, donc il regardait un documentaire sur une bataille très importante entre la Suède et la Russie, qui a définitivement placé la Russie comme un pouvoir très important dans la région et qui a relégué la Suède au rang de petits royaumes, alors que la Suède, pendant une longue période, était en train de devenir vraiment une grosse puissance, même mondiale, ce qu'aujourd'hui on a du mal à imaginer. Et il se disait donc, comment ça se fait, les égrégores? Comment un égrégore peut être diminué, augmenté, déplacé? Comment est-ce que l'égrégore peut redevenir moins que ce qu'il était? Vous voyez, toute cette connaissance sur les fonctionnements des égrégores, leur existence, leur raison d'être, leur puissance, puisque quand on parle tout ce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez, les forums mondiaux, les négociations, les pseudo-pandémies, les pseudo-guerres, les épidémies de bêtises aussi, c'est énorme, eh bien, en fait, on voit des fonctionnements qui sont au-delà euh, de la simple volonté d'un homme ou même des capacités de compréhension et d'action d'un humain. On voit beaucoup de situations que l'humanité subit dans des sortes de mouvements collectifs de masse, et on voit des êtres qui sont capables comme de jouer sur le monde, sur des milliards d'individus comme avec des pièces d'échecs finalement, et que pour lesquels le monde est un grand échiquier, sur lesquels ils déplacent des populations, ils créent des mouvements, ils arrêtent des mouvements, voilà. Et c'est vraiment troublant à regarder, je trouve ça très éducatif. Et vous voyez, si vous voulez comprendre les égrégores, c'est ce que je te répondrai, Eric, c'est vraiment de décoller ton regard des apparences et de la surface. Moi, je suis un passionné d'histoire, et tu vois la bataille que tu cites de Potlava entre la Suède et la Russie, il faut maintenant comme dézoomer et regarder à plus long terme, et surtout regarder les mouvements à l'œuvre, puisqu'un égrégore n'existe pas seul. Il y a en dessous de lui, comme une de ses composantes fondamentales, qui est les mémoires. Et en dessous de la mémoire, de façon plus petite, il y a le mouvement. Et en dessous de tout cela, il y a les êtres humains, leur vie, leurs paroles, leurs situations, leurs actions. Donc même quand tu vois un être humain qui gesticule, qui parle, qui tient des propos, qui fait une action, tu vois, tu peux penser aux meurtres, aux assassinats politiques. Sadi Carnot, l'impératrice Sissi, bon, tout ce qu'on connaît dans l'histoire, des grands Kennedy, bien sûr, Charlie Kirk récemment, tu vois, ces assassinats politiques, tu regardes des individus à l'œuvre, qui d'ailleurs ne sont pas du tout souvent ce que l'on désigne. Il faut que tu cherches derrière, ça c'est l'individu, donc il faut que tu cherches derrière de façon plus subtile. Tu vois, c'est ça la lecture des mondes invisibles, c'est pas des choses complètement perchées. C'est très, très concret. Quels sont les mouvements à l'œuvre qui ont, par exemple, levé la main du pseudo-anarchiste qui a poignardé l'impératrice Élisabeth d'Autriche, par exemple? Tu vois, quel est le mouvement à l'œuvre? En sachant que ça, tu es juste dans le mouvement. Tu es donc très bas dans la hiérarchie, en dessous de l'égrégore. Plus subtil, plus global, plus général, beaucoup moins évident à discerner, tu vas avoir tout ce qui est mémoriel.
les mémoires, les histoires, les grandes images qui sont entretenues comme des connaissances, comme des identités, les romans nationaux, comme on dit. Il y a une réalité là-dedans, euh, qui va impulser des mouvements et qui va donner aux êtres humains qui sont des pantins euh, des identités, des sortes, voilà, le gars qui va dire je suis anarchiste, je suis pour tel pays, je suis contre tel pays, je suis de telle religion. Voilà, il faut regarder ça. Et au-dessus de ça seulement, ou disons encore plus profondément, plus subtil, tu as l'égrégore. L'égrégore qui va être une forme d'intelligence qui est mémorielle, qui est agissante, mais l'égrégore contient à l'intérieur de lui la mémoire et le mouvement. Et tout ce que tu vois dans le plan matériel, comme par exemple les batailles, ne sont que les conséquences matérielles de tout cela. Donc, il faut dézoomer pour essayer de voir, oui, il y a le mouvement de la bataille de Poklava, par exemple, mais ce mouvement, c'est un mouvement qui peut être le même que tu vois dans d'autres combats, à d'autres époques, avec d'autres belligérants, pour d'autres enjeux. Pourtant, c'est un mouvement identique, un courant. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve intéressant l'approche matérialiste de la physique, de la science, qui cherche vraiment à tirer des données, des rationnels neutres, si tu veux, sans émotion, sans attache personnelle, parce qu'il y a une réalité dedans. Donc le bras qui se lève pour poignarder, le doigt qui déclenche, la main qui signe des ordres, elle peut être animée par des mouvements qui sont identiques, qui sont les mêmes. Et en réalité, il n'y a pas de différence entre ce qu'on appellerait un sniper, un tireur embusqué, une personne qui a l'air d'agir seule et le chef d'un gouvernement, d'une organisation qui signe des choses. En fait, ça peut être exactement le même mouvement. Auquel cas, ces hommes sont en fait tous les deux des marionnettes. Donc si tu cultives ce regard, tu t'aperçois que souvent, on a tendance à pointer du doigt un individu comme étant responsable de certaines choses, comme étant la source, l'origine, et donc il faut le destituer, il faut lui couper la tête, il faut le mettre en prison, le pendre, etc. Mais si tu veux, le mouvement va quitter cet homme puisqu'il n'est plus la marionnette qui est le réceptacle, mais ce mouvement va entrer à l'intérieur d'un autre homme et l'animer avec donc le même mouvement, les mêmes mémoires, les mêmes imaginations, les mêmes identifications, et finalement c'est le même égrégore qui est le grand marionnettiste de tout ça. Donc quand tu dis comment un pays comme la Suède, qui était en train de devenir une grosse puissance sur l'échiquier mondial, elle a pu être diminuée à ce point et redevenir un simple royaume. En fait, il faut que tu regardes qu'est-ce que les Russes ont fait pour les battre lors de cette bataille. Quel a été le prix qui a été payé pour gagner, entre gros guillemets. Parce que le prix que tu mets pour vaincre, c'est l'alimentation et l'offrande et le pacte que tu scelles avec l'égrégore en question. C'est pour ça que dans beaucoup d'histoires, tu as des traîtres, des trahisons. Ce sont des êtres qui vont vendre, qui ne vont pas respecter des valeurs. Mais quel est le prix qu'un peuple va donner pour gagner quelque chose? Et du coup, qu'est-ce qu'il gagne réellement? Ce n'est pas du tout ce qu'on croit. En tout cas, souvent. Ce n'est pas du tout ce que les récits qu'on nous fait de l'histoire nous laissent voir. Donc, lorsque tu es une superpuissance mondiale et que tu veux contrôler un commerce maritime, contrôler une région, hein, c'est souvent en fait des histoires d'argent et de contrôle, t'emparer d'une région, tu vas faire des sacrifices, tu vas faire des offrandes, tu vas faire des pactes, parce qu'il faut que tu montres à l'égrégore qui tu es, jusqu'où tu es prêt à aller, à quel point tu veux ce que tu veux. Et si tu veux un égrégore de puissance, de domination, de contrôle, tu vas devoir faire certains actes qui lui correspondent pour pouvoir entrer en résonance et pour pouvoir entrer à son service, pour pouvoir être habité et animé par lui. Si tu veux gagner des élections, devenir un premier ministre ou un président dans une de nos pseudo-démocraties qui sont des dictatures totalitaires, il va falloir que tu te soumettes à l'égrégore de plus en plus intensément afin qu'il puisse t'animer. Et à cette condition seulement, tu vas monter dans la hiérarchie. C'est pour ça qu'il y a une sorte
je trouve, hein, quelque chose d'un petit peu ridicule, un petit peu dans dans l'opposition politique, dans la dénonciation, parce que, tu vois, tu crées un parti politique alternatif et puis donc tu entres en combat, tu entres en lutte, donc tu vas dénoncer, tu vas, dire qu'il doit y avoir des valeurs supérieures qui doivent être restaurées, rétablies. Je pense par exemple aux souverainistes, au souverainisme. Je suis nécessairement souverainiste. Simplement, lorsque tu dis ce mot, tu le remplis d'un imaginaire, tu le remplis d'une compréhension, tu le remplis d'un mouvement. Et souvent, ça, c'est très inconscient à l'intérieur de nous. Et donc, c'est des constituantes d'un certain égrégore. Tu vas dire, voilà, moi, je vais avoir une certaine vision de l'Amérique, de ce que les États-Unis devraient être, de ce que le Canada devrait être, de ce que la Russie devrait être, de ce que l'Union européenne, de ce que la France, de ce que l'Espagne, de ce que l'Italie, tu vois. J'ai une certaine vision de ce que notre pays devrait être. Simplement, quand tu dis ça, tu es très largement inconscient de ce dont tu parles. Et si tu regardes, on t'a dit ce que c'était. On t'a dit que tu es congolais, chinois, japonais, français, russe, américain. On te l'a dit. Et est-ce que tu sais même qu'est-ce que c'est ce territoire? Qu'est-ce que la Russie? Tu vois? Est-ce que le territoire, les ressources, le pouvoir, l'organisation, est-ce que tout ça est réel? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça vient de la terre, de la réalité des hommes qui sont là? Ou est-ce que ce sont des constructions qui ont été faites à coups de trick, à coups de massacre, à coups de guerre, à coups de sacrifices, par des gouvernants qui avaient des ambitions personnelles? Si tu regardes la constitution, la création des États-Unis d'Amérique, par exemple, de l'Union européenne, des royaumes dans l'Union européenne en général, des républiques, regarde la création de l'Italie, la création de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, la création de la Russie, la création de la France. Qui l'a fait? Dans quelles circonstances ça s'est construit? Et regarde l'évolution et l'apparition d'un État, d'un gouvernement, d'une organisation. On nous a appris, en tout cas moi, on m'a appris à admirer ça. Tu vois? C'est ça, à trouver que c'est génial et à admirer ça comme une progression, une évolution positive et une construction dont je devais être fier et à laquelle j'appartiens et dans laquelle je suis intégré de facto par ma naissance. On m'a appris ça comme ça. Simplement, quand tu étudies la création de l'État, de la notion de l'État, de la notion de nation, c'est beaucoup, beaucoup moins valeureux dans le sens d'avoir des valeurs que ce qu'on peut penser, je trouve. Donc du coup, tu regardes la Suède dans son affrontement avec la Russie à l'époque, pour parler de conflits anciens, mais aujourd'hui c'est exactement pareil. Qu'est-ce que l'Ukraine? Qu'est-ce que la Russie? Qu'est-ce que on nous parle de quoi? On nous parle de la Pologne, voilà. Qu'est-ce que la Suède? Qu'est-ce que l'Union européenne? Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que tu vois? D'où ça vient? Comment ça a été fait? Et tu peux regarder la constitution des égrégores, bien sûr, qui sont liés à une terre. Mais pour les égrégores, les terres ne sont que des alimentations, des ressources, des créations d'énergie. Alors l'égrégore, il prend une couleur, il a une teinte. C'est ce qui fait qu'il y a des peuples. Simplement, à partir du moment où le peuple dépasse la région, la zone géographique naturelle, eh bien, on crée des peuples qui sont basés sur des notions artificielles. Donc il y a la langue, la religion, l'organisation sociale, qui sont des ciments, des constitutions. Et après, il y a des serviteurs de tout cela. C'est-à-dire que pour créer un égrégore, alors je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, disons pour maintenir des égrégores. Tu vois, il faut maintenir, voilà, je suis souverainiste pour la France, je suis souverainiste pour l'Allemagne, je veux défendre mon pays. Je suis allemand, c'est l'Allemagne. Comme quelqu'un nous écrit dans les commentaires, je suis kabyle, voilà, je suis kabyle, tout ça. En fait, pour que ça existe, il faut qu'il y ait des serviteurs inconscients, c'est-à-dire des humains, qui bossent, qui triment, qui payent surtout beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, qui payent, qui suent, qui transpirent, qui versent leur sang, bien sûr. Tu as à l'intérieur de ça, dans une hiérarchie humaine, mais qui est une hiérarchie de monde invisible, ésotérique, entre guillemets, invisible, subtil, tu as des serviteurs du mouvement, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui vont s'activer pour le maintien de l'égrégore. Des services de sécurité, tu vois, ceux qui ont le droit à la violence, ce sont des êtres qui vont se bouger et qui vont vouloir améliorer, qui vont vouloir maintenir.
Ce sont des êtres dans le mouvement. Après, tu as des êtres qui sont mémoriels. Ce sont les savants, les scientifiques, les doctes, ceux qui conservent la mémoire, ceux qui font le récit, les historiens très importants, ceux qui enseignent l'histoire. Et tu as, au degré le plus haut, donc au degré de l'égrégore, tu as les serviteurs. Donc les prêtres de cet égrégore et de ce système, et eux sont des êtres qui sacrifient toute leur vie pour cet égrégore. Et tu sais, cette ancienne notion de prêtre-sacrificateur du Très-Haut, c'est-à-dire d'un être qui est capable de faire des sacrifices pour alimenter l'égrégore, l'entité, le Dieu. #Abraham. Et toute cette lignée juive, chrétienne, musulmane, mais c'est valide sous tous les cieux, sous toutes les latitudes. Tu as cette histoire de nourriture, d'alimentation. Donc le degré le plus haut pour être au service d'un égrégore, c'est de se donner soi-même et d'être capable de sacrifier, de donner des offrandes. Et lorsque cet égrégore au service duquel tu te places, avec les meilleures intentions du monde, et je ne dis pas que c'est négatif, eh bien, lorsque cet égrégore te demande de la violence, du mensonge, de l'illusion, il te demande de la domination, du pouvoir, il faut que tu fasses des actes qui correspondent à cela, qui puissent incarner ces énergies. Et donc les guerres sont idéales pour ça. Et pour faire une guerre, bien sûr, il faut mobiliser la population, puisqu'il faut que les êtres, alors les inconscients, ceux qui sont au service du mouvement, les fonctionnaires, ceux qui font fonctionner, les gardiens de la mémoire, du savoir, de la connaissance, de l'identité, et il faut que tout ce joyeux petit monde soit mobilisé dans une même direction. Donc bien sûr, pour ça, tu as deux grosses ficelles. Tu as l'idéal. Moi, j'ai grandi à l'époque du bloc, ce qu'on appelait le bloc communiste soviétique, l'URSS, avec l'idéal du socialisme qui est à réaliser. Donc c'est toujours un idéal qui va mobiliser toutes les forces de façon ascendante à l'intérieur de la hiérarchie de l'égrégore. Ou alors, donc ça c'est réalisation de l'idéal, ou menace. Il y a une menace, il y a une peur, donc nous devons nous agréger et nous entrer en cohésion très très forte et nous sacrifier et renoncer au plaisir, aux libertés, etc. Parce que nous sommes collectivement menacés. Donc nous devons nous bouger le train pour survivre. Donc tu as ces deux grosses ficelles. Nous allons créer un monde meilleur. Si nous faisons ça, ça va être extraordinaire. Et attention, il y a un danger, nous avons un ennemi et donc nous devons être prêts à nous sacrifier, etc. Et tu regardes, ce sont voilà les deux ficelles avec lesquelles on dirige sa monture. La monture étant toute une population. Donc si tu es l'égrégore de la Suède et que c'est un égrégore qui est devenu inique, injuste aux yeux de l'univers et de la vie, puisque toi tu es suédois et en fait tu as un territoire naturel. La Terre t'a créé un sentiment d'identité de par la cohésion de ton existence avec tes voisins. Et on le voit en géographie, par exemple, tu sais, j'habitais en Grèce, donc tu as ces fameuses cités-États à l'époque de la Grèce antique qui sont super géniales parce qu'en fait, tu as un territoire naturel. Tu as les peuples de la vallée, les peuples de la montagne, les peuples de la forêt humide, les peuples des marécages. Tu vois, effectivement, tu as des identités qui apparaissent par un mode de vie et donc un territoire commun, qui crée une culture commune, un sentiment d'identité, d'existence qui vient de la terre et du réel. À partir du moment où tu dépasses ça, par exemple Venise, il y avait les Vénètes qui avaient un mode de vie cohérent, collectif, une sorte d'identité par des expériences communes. Ils partageaient énormément d'expériences collectives. Et bien à un moment donné, ils prennent le melon, ils prennent la grosse tête et ils veulent devenir plus que ce qu'ils sont, plus que ce que la Terre leur a donné. Eh bien les Suédois, à un moment donné, ont dépassé leur réalité. Eh bien pour faire cela, ils ont dû faire des pactes, comme des pactes faustiens, des pactes sataniques, démoniaques, puisque non naturels. Et donc ils doivent aller détruire des villes, sacrifier des populations, sacrifier leur population, pour être en résonance avec un égrégore d'injustice, de pouvoir, de domination, de destruction, de violence, qui va leur donner la force. Tu vois, si tu veux devenir un surhomme, il faut que tu choisisses ton sur quoi? Plus que quoi? Tu sais, c'est la puissance en mathématiques. Tu ajoutes une puissance. Donc si tu es le roi des Suédois, et que tu veux devenir le roi d'une Suède plus grande et soumettre d'autres peuples, eh bien tu dois faire des pactes et des alliances. Et donc tu vas commettre des actes en correspondance.
Maintenant, si le pays qui est en face de toi, dans ton exemple, la bataille de Poltava, la Russie, elle en a fait plus. Elle a sacrifié plus de gens, elle a plus de ressources. Et finalement, les dirigeants de la Russie de l'époque le veulent plus que toi et ils ont plus de moyens. Eh bien, l'égrégore va choisir la plus grosse alimentation. Et il va se dire, maintenant, je me mets avec la Russie, par exemple, parce qu'elle peut me nourrir plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu vois, par exemple, moi, je suis souverainiste, mais si tu veux, quand j'entends des gens dire je suis souverainiste, je ne me reconnais pas dans leurs propos. Je comprends très bien ce qu'ils disent, je partage leurs sentiments souvent, mais je ne partage pas leur conception, leur compréhension et leur sensation de ce qu'ils décrivent. Parce que finalement, comment est-ce que tu peux être souverain dans un territoire quand ce territoire n'est pas naturel? Il ne correspond pas à une réalité géographique simple, climatique. Tu vois, étudier l'apparition de l'État avec des grands jalons. En fait, depuis la création de l'Empire romain, tous les successeurs n'ont eu de cesse que de vouloir devenir les nouveaux Césars. D'ailleurs, tsar, ça vient du mot César. Le Kaiser, ça vient de César. Regardez le Saint-Empire romain germanique, regardez Charlemagne, regardez tous ces rois de France qu'on nous a vendus comme étant des personnes importantes et intéressantes et positives parce qu'elles ont agrandi le domaine royal. Philippe le Bel. Regardez l'intériorisation du pouvoir et la création d'une personne humaine qui intègre l'égrégore et qui incarne l'égrégore. Très intéressant. J'ai visité le château de Chambord il y a quelques semaines et à l'intérieur il y a un bureau d'un roi, je crois que c'est Henri III, et devant il y a des barrières en bois et ils disent voilà c'est la première fois qu'un roi crée une distance avec les gens avec qui il travaille parce que c'est l'apparition de la personne royale sacrée. Alors c'est pas l'apparition, mais disons c'est une étape très importante. Henri IV a été fondateur, Louis XIV. Tu vois, tu as des grands jalons comme ça, où tu as des êtres qui sont des prêtres, donc des serviteurs de l'égrégore, qui se mettent entièrement au service de l'égrégore. Alors toi, tu peux me dire, oui, mais quand on regarde les dirigeants aujourd'hui, franchement, ils n'ont pas de noblesse, pas de royauté, pas de dignité. Alors la dignité, je pense qu'ils connaissent même pas le mot. Tu vois? Oui, mais parce qu'ils sont au service d'un égrégore qui est fondamentalement menteur, indigne, criminel, homicide, destructeur, perversion. Donc, si tu veux être au service de la perversion et pouvoir la contenir et la porter et être puissant et être au sommet, tu dois être pervers. Tu dois accomplir des actes de perversion. Des petits, qui sont relativement anecdotiques, même s'ils sont absolument abjects, et des gros, à l'échelle de millions de personnes. Tu dois les enfermer chez eux, tu dois leur dire qu'ils n'ont plus le droit de sortir, hein, qu'ils doivent procéder à telle injection, qu'ils doivent avoir une identité, qu'ils ont un numéro, qu'ils n'ont pas de numéro, ils n'existent pas. Tu dois les empêcher de vivre, de travailler, de construire leur maison, d'être heureux, de se déployer dans leurs projets. Tu dois les siphonner, les vampiriser en permanence. Tu dois les maintenir dans un état de coma, comme des sortes de momies, de zombies, tellement tu les siphonnes, financièrement par exemple. Tu les taxes et tu les siphonnes tellement qu'ils ne vont jamais pouvoir déployer tout leur potentiel créatif dans leurs entreprises. Ils ne pourront jamais être des employés totalement épanouis parce qu'ils sont tellement taxés. Tu es en train de leur dire qu'ils ne valent rien, que leur travail ne vaut rien et que leur travail, leur sang, leur vie, leurs compétences leur permet à peine de survivre. Tu es en train de les suggestionner pour leur créer une identité d'esclaves et de bétail. Donc pour faire cela, ce qui pour moi est beaucoup plus abject et pervers que tout ce qu'on peut imaginer comme, tu sais, toutes les pratiques qu'on sait qui existent dans tous les cercles de pouvoir. C'est bien pire. Il faut le faire pour pouvoir contenir et monter dans ces hiérarchies. Donc en fait, si je suis souverainiste, est-ce que je veux la souveraineté de ce système-là, de cet être d'un pays? Tu vois, est-ce que je veux être souverainiste de l'Allemagne, de la Russie, des États-Unis? Est-ce que je trouve que les États-Unis devraient redevenir une grande nation? Mais est-ce qu'ils l'ont jamais été? Est-ce que les États-Unis ont déjà été une grande nation? Grand, tu vois, dans le sens de beau, de belle. Qu'il y ait eu des beaux idéaux, qu'il y ait eu des belles personnes, c'est sûr. Qu'il y ait eu des gens qui ont cru et qui ont vécu des vies incroyables hors du commun, bien sûr, et qui ont reconnu dans cet idéal de la Constitution, par exemple américaine, des choses magnifiques. Pourquoi pas? Mais ce qui était à la manœuvre dès le départ, c'était simplement la création d'un égrégore qui puisse alimenter ces grandes forces.
Donc, tu vois, la question, c'est toujours ce qui est inconscient à l'intérieur de nous. Tu vois, disons, je suis souverainiste, je veux comprendre tout ça parce que je veux redonner à mon pays une dignité, une classe, un rayonnement, qui est un héritage lumineux, tu vois. Chaque pays a un héritage lumineux, il y a eu des choses magnifiques dans tous les pays. En fait, il faut revenir à l'origine de qui a dit quoi. Qui a dit Russie, États-Unis d'Amérique? Qui a dit Mexique? Tu vois, qui a dit France? Qui a dit Espagne? Qui a dit Italie, Allemagne? Qui l'a dit? Qui a dit empire, machin? Parce que le secret pour la création et l'alimentation des égrégores, c'est la parole. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente et je vous ai dit, méfions-nous de nous-mêmes lorsque nous commençons à répéter des choses que nous ne savons pas réellement, que nous ne vivons pas, que nous n'avons pas vérifiées, dont on nous fait croire que ce sont des sujets importants. Méfions-nous de ça. Parce qu'à partir du moment où tu prends la parole, toi aussi, tu alimentes quelque chose. Et il y a des hommes qui ont la capacité de dire des paroles qui créent une mémoire. Et la parole, c'est vraiment l'apanage de l'homme. Et c'est dans la parole que se cache le grand secret de la création et de l'organisation de la vie. Et c'est pour ça que les hommes politiques prennent la parole. Si tu veux, c'est la base de leur magie, entre guillemets, c'est-à-dire de leur manipulation, de leur pouvoir. Alors il y avait dans le temps des prêtres qui allaient parler à Dieu dans une langue que seuls eux et les dieux ou Dieu connaissaient. Et il y a des hommes qui parlent à l'opinion publique. Ils sont intérieurement, si tu regardes un homme politique, il est intérieurement au service d'un égrégore et il va dire ce que veut l'égrégore pour que les marionnettes, les humains conscients, le prennent à travers donc ce que je vous ai dit, des mémoires, des récits, des histoires, des images, d'où le pouvoir des images, des identifications. Ensuite, à travers la mise en mouvement, le désir de passer à l'acte et à l'action, de se mettre en mouvement, de faire fonctionner. Et ensuite, des êtres qui subissent simplement les décisions qui ont été prises ou les changements de mode, d'attitude, de fonctionnement d'une société. Et ces êtres, par la parole, peuvent créer des choses. Et en faisant ça, ils s'associent avec des entités parce qu'ils montrent qu'ils sont capables, par leur verbe, de mobiliser de l'énergie et d'amener l'énergie jusqu'à un certain point, un certain but. C'est ce qui se passait par exemple dans le grand temple à Jérusalem avec le tabernacle et les prêtres qui rentraient, etc. Et les sons sacrés qu'ils prononçaient, tout ça venait d'Égypte. C'était une science pour alimenter des égrégores. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les cabinets conseils, les spin doctors, tous les gens qui écrivent les discours, tous les communicants qui font des formules chocs, qui utilisent des mots, en fait, sont des prêtres réincarnés. Et ils sont tout un fonctionnement magique, subtil, pour créer des conditionnements, avec des formules chocs qu'on connaît. Et je vous ai parlé de mon expérience quand j'étais gamin, avec mon petit pins « touche pas à mon pote ». Voilà, c'était une formule qui était créée, qu'on a répétée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, par exemple, si vous dites il faut sauver la planète, les gens, la plupart vont comprendre de quoi vous parlez, alors qu'il y a 30 ans, 50 ans, ça ne voulait rien dire. Tu vois, on crée des formules comme ça qui deviennent des mots-clés. Liberté, égalité, fraternité, il n'y a que ça. Donc ces êtres-là utilisent les mêmes fonctionnements qu'à l'époque. Donc, si on veut être souverain, il faut se méfier de prendre quelque chose d'inconscient dont on nous a parlé et qu'on a pris pour acquis. Il faut chercher plutôt la souveraineté de soi-même, de sa propre vie. Et là, on peut découvrir qu'on est dans des pays, des environnements, des systèmes qui font que beaucoup de nos libertés sont limitées par rapport à chacun de nous, nos objectifs, nos besoins, nos envies. Et il faut vraiment aller chercher dans nos croyances, dans ces fonctionnements qu'on prend pour acquis. Et tu vois, si tu veux comprendre la magie d'un égrégore, il y a une expression française qui le dit très bien, qui va nous dire se le tenir pour dit. Tiens-toi-le pour dit. Tenez-vous-le pour dit. Tu vois, cette phrase, cette expression,
elle est si tu veux démasquer un fonctionnement d'égrégore, c'est cette parole qui te le montre. Et donc, chacun de nous, nous pouvons voir, essayer de commencer à réfléchir dans notre vie. Qu'est-ce que moi, dans ma vie, je me tiens pour dit et que finalement, je ne remets pas en question, que j'ai comme pris pour acquis, que je tiens pour acquis. Je me le tiens pour dit et c'est comme ça, parce que c'est dit. Et qui l'a dit et qui a parlé? Parce que quand même, rappelons-nous le début de la Bible, la Genèse, au commencement, Dieu a dit fiat lux, tu sais, que la lumière soit. C'est par le Verbe que la création est émanée. Tu as le prologue de Jean, à la fin, toute fin de la Bible dans le Nouveau Testament. Incroyable. Au commencement est le Verbe. Le Verbe s'est fait chair. Donc, cette histoire de la parole, elle est importante et de chercher qui a dit des paroles pour nous. Qui nous a dit des choses et que nous nous les tenons pour déjà dites. C'est déjà dit. La France existe, la Russie existe. Mais qui a dit Russie? Et ça veut dire quoi? Qui a dit États-Unis? Qui a dit démocratie? Qui a dit? Tu comprends? Qui a dit? Liberté, égalité, fraternité? Mais qui nous l'a dit? Des êtres qui ne connaissaient ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité. Ils ne la connaissaient pas, ils ne l'ont jamais vécu, jamais goûté. Au contraire, c'était la plupart des criminels, des pervers, des malades mentaux, des êtres avec d'énormes problèmes intérieurs. Ils nous l'ont dit et nous l'avons répété et nous avons tenu pour acquis que c'était quelque chose de bénéfique, de positif. Tu comprends? On se le tient pour dit. Et donc, si tu vas dans un pays pour le coloniser, tu dis liberté, égalité, fraternité, tu te tiens pour dit que ton pays est supérieur. Tu vas dire, bah oui, mais on a été dans des colonies, d'accord, mais regarde, quand on est parti, on a laissé des postes, des écoles, des routes, des ponts, un système ferroviaire incroyable. On est arrivé dans rien du tout, et à Plouqueville, et on repart et on laisse un pays en état de fonctionnement. Mais on ne t'a rien demandé. Si ces hommes ne l'avaient pas fait, c'est qu'ils n'en ont pas besoin, c'est qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils ne savent même pas comment faire. Ils ne vont pas être capables de le maintenir. Oui, mais toi, tu arrives et tu te tiens pour dit que la supériorité technologique, c'est une supériorité morale. C'est une supériorité d'évolution. Hashtag théorie de Darwin. Tu vois? Nous nous tenons pour dit beaucoup de choses, énormément de choses. Et c'est ce qui est intéressant depuis ces dernières années, c'est qu'on dirait que tout est en train de tomber. Des écailles sont en train de tomber, des pots de saucisson de nos yeux sont en train de tomber, des masques sont en train de tomber, et nous voyons que finalement, ce que nous nous tenions pour dit, moi quand j'étais jeune, je me tenais pour dit que le gouvernement était bénéfique, que les hommes politiques étaient des gens, bon, peut-être un peu ambitieux et orgueilleux et tout ça, mais qui voulaient globalement le bien de la population. Que les scientifiques voulaient le bien de l'humanité, que le système était bien, de toute façon on faisait pas mieux et que si on avait moins de structures, moins de lois, moins de contrôleurs, moins de fonctionnaires, moins de police, eh bien ça serait l'anarchie totale, la jungle, on redeviendrait, on régresserait, etc. On m'avait appris ça après la chute de l'Empire romain, c'était les invasions barbares, c'était une catastrophe, puis Dieu merci, progressivement on a récupéré la civilisation, tu vois. Je me le tenais pour dit. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est quand même assez difficile de pas voir ce qui se passe, quoi. Et de pas essayer de chercher par nous-mêmes à dire des choses. Et tu vois, depuis quelques semaines, je file cette idée de l'intelligence artificielle. C'est une pseudo-intelligence qui ne fait que recycler, je vous l'ai déjà dit, elle ne fait que recycler, elle n'invente rien. Donc, l'égrégore qui manipulait la Suède, eh bien, en fait, c'est le même qui est entré au pouvoir en Russie à l'issue de la bataille. Tu vois? Et regardez un peu l'histoire, 14-18, 39-45, c'est fascinant si vous commencez à regarder comme ça, en méta-processus, au lieu de regarder des informations trop limitées. Il faut regarder les informations et voir leur écho dans différentes strates, comme disait Pythagore. C'est passionnant, hein. Donc depuis plusieurs semaines, on parle de l'intelligence artificielle. Je vous ai dit, la parole de Jésus dans l'évangile de Thomas, devenez des passants, donc de passer. Vous voyez, passer, ça veut dire aussi, tu vois, quand tu passes, c'est que tu vas quelque part. Tu n'es pas en train de flâner, de errer, le nez au vent comme ça, et de t'arrêter toutes les 2 minutes pour regarder et t'intégrer
à tout ce qui se passe autour de toi. Tu passes. Si tu passes, ça veut dire que tes pieds ont une direction. Mais connais-tu la direction de tes pieds? Quand tu te lèves le matin, tu vas vers où? Tu fais quoi? Ou alors, tu es déjà pris dans tout un système et tu fais ce qu'on te dit. Tu te le tiens pour dit, c'est déjà dit. Donc en fait, c'est déjà fait, c'est déjà tracé. Il n'y a pas réellement de surprise ou de possibilité, donc il n'y a pas de liberté. Donc quand tu passes, tu dois poser ton pas et tu dois savoir quelle est ta direction. Et si tu as une direction, tu es libre d'aller dans cette direction. Et donc tu vas beaucoup plus facilement identifier ce qui peut te faire avancer, ce qui peut te ralentir, ce qui s'oppose à ton avancement. Et du coup, tu ne subis pas l'actualité ou l'histoire, ou tu ne subis rien du tout. Tu peux être peut-être retardé, tu peux un peu perdre ton temps, tu peux un peu ralentir, mais tu continues d'avancer. Et donc il y a des combats que tu ne vas pas mener. Parce que tu ne fais que rentrer dans l'histoire de cette matrice artificielle. Tu rentres dans l'histoire de cet égrégore. Tu vois, par exemple, moi qui adore l'histoire, j'aime bien cette idée de réécrire l'histoire, de raconter l'histoire parce que c'est important, l'histoire c'est la mémoire, et la mémoire c'est l'identité de ce que tu es. Et c'est important d'être capable de raconter les choses avec d'autres points de vue et se rendre compte des fois de démystifier, de démythifier certaines choses qu'on nous raconte sur nous-mêmes, sur qui nous sommes. J'aime bien cette idée. Simplement, le risque de ça, c'est de rentrer dans le récit de cette histoire de l'égrégore, en réalité, de cette matrice artificielle, et d'entrer à son service en tant que historien, gardien de la mémoire, de cette chose artificielle de toute façon. J'espère que ces réflexions de cette semaine vont pouvoir vous inspirer vos réflexions, vos questionnements, vous faire reconsidérer certaines choses sous d'autres angles, et vous faire de belles découvertes sur votre chemin qui alimentent votre vie intérieure. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Partagez-nous en commentaire, j'aime beaucoup lire vos propres réflexions et compréhensions. Je trouve ça vraiment intéressant et ça alimente ma propre réflexion, vous voyez. Je vous envoie un beau bonjour chaleureux et printanier à chacun de vous, où que vous soyez. N'hésitez pas à aller sur mon site pour voir toutes les formations que je mets à votre disposition, tous les enseignements, les éclaircissements. Vous me posez souvent des questions sur YouTube dans lesquelles je réponds en long, en large et en travers pendant des heures avec des masterclass, avec des exercices pratiques pour vous autonomiser. Investissez sur votre propre chemin, sur votre propre personne, sur votre parcours de vie. Je vous souhaite une magnifique semaine et à la semaine prochaine.